Bonjour à tous. Nous allons commencer dans 3 4 minutes, le temps que les autres participants peuvent nous rejoindre dans ce temps-là. Mais bienvenue parmi nous et merci de vous être rejoints à cette séance d'information. Juste un petit rappel pour ceux qui se sont joints à nous maintenant, nous allons commencer dans 2 petites minutes. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer aujourd'hui cette séance d'information concernant le fonds d'innovation. Entre-temps, notre chère équipe du fonds d'innovation va pouvoir continuer à accepter les participants au fur et à mesure quand ils se joignent à nous. Donc, bienvenue parmi nous. Bonjour à tous encore une fois. Merci d'être là pour cette séance d'information aujourd'hui concernant le fonds d'innovation de 2025, comme je vous ai dit. Je vais commencer par me présenter tout d'abord. Je suis Ferdows Doré, agente de programme à la Fondation canadienne pour l'innovation.
Je serai bien ravie aujourd'hui de vous présenter cette séance conjointement avec mon collègue Marc Lapointe, qui est chargé de programme, qui va prendre la parole dans quelques temps. Donc, tout d'abord, j'aimerais noter que je suis à Ottawa présentement et avec tout le respect, je pense au peuple algonquin Anishinaabe. Je reconnais que notre siège social se trouve sur son territoire traditionnel non cédé et peut-être que plusieurs d'entre vous actuellement sont situés sur différents territoires traditionnels. Donc, je vous invite à prendre quelques secondes pour reconnaître ceci. J'aimerais commencer par mentionner que cette présentation sera enregistrée. Nous allons partager l'enregistrement de ce webinaire en plus de cette présentation et un document de questions-réponses qu'on préparera après cette séance. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. Sentez-vous libre à le faire, donc à travers l'onglet questions-réponses qui se trouve en haut dans votre fenêtre Teams. Notre chère équipe du Fonds d'innovation, donc un grand merci à mes collègues qui sont en train de s'occuper de tout ce qui est logistique et la gestion de ce webinaire. Ils vont également aussi répondre au fur et à mesure à vos questions durant cette séance. Donc, je vous encourage à le faire au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez toujours prendre la parole après la fin de cette présentation, simplement en levant votre main. On va vous donner la parole et activer votre micro et vous permettre de poser votre question à la fin de cette présentation. Donc, nous allons nous assurer de répondre à toutes les questions durant ce webinaire, soit à l'oral, soit à travers l'onglet questions-réponses. Sinon, vous pouvez à tout moment nous écrire à travers le courriel du Fonds d'innovation qui sera mentionné à la dernière diapositive de cette présentation. Vous pouvez toujours nous écrire et nous allons nous assurer pour répondre à tous vos questionnements. Commençons par l'ordre du jour de cette présentation. Donc, c'est un plan qui est articulé autour de 5 grandes sections. La première, c'est le budget et les objectifs. Ensuite, nous allons passer à travers l'échéancier avec les dates importantes pour le concours 2025, certains éléments clés et quelques changements qui sont en lien avec le fonds d'innovation de cette édition. Ensuite, nous allons parler du processus de soumission et notre processus d'évaluation. Donc, première chose, les objectifs et les budgets et le budget de ce concours pour ceux et celles d'entre vous qui sont déjà habitués au fonds d'innovation dans les années précédentes. Donc, les 3 objectifs du concours restent similaires à ce qu'on a eu auparavant. Donc, le premier objectif, c'est soutenir des programmes de recherche ou de développement technologique concurrentiels sur la scène internationale grâce à une participation équitable d'expertes et d'experts au sein des équipes. Renforcer la capacité des établissements à mener des programmes de recherche et de développement technologique pendant la durée de vie utile de l'infrastructure. Et enfin, générer des retombées pour la population canadienne. Donc, pour ce concours, le budget a été augmenté. Il s'élève à 425 millions de dollars qui sera dédié pour financer l'infrastructure de recherche. La FCI finance 40% des coûts, en plus de 127,5 millions de dollars en coûts d'exploitation et de maintenance. Ce montant représente 30% du financement de la FCI. Il est fourni automatiquement à travers le Fonds d'exploitation des infrastructures. Passons maintenant à l'échéancier avec les dates les plus importantes qui sont en lien avec ce fonds d'innovation 2025. Donc, la première chose, c'est l'appel à proposition qui a été déjà publié. Peut-être la majorité d'entre vous, ou vous avez déjà eu l'information concernant la publication de cet appel à proposition sur notre site web qui a été faite le 6 juin dernier. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à aller le consulter et le lire. Les formulaires pour vous seront disponibles à partir du 25 juin 2025 sur notre système de gestion des contributions de la FCI, le SGCF, ou qui est aussi connu sous le nom de CAMS. C'est là où officiellement le concours va être ouvert pour vous. Sinon, pour les avis d'intention, la date limite sera le 2 octobre 2024. Pour la date de soumission ou la date limite de soumission de propositions, ça sera le 4 février 2025. Ensuite, nous allons commencer notre processus d'évaluation qui sera entre mars 2025 et novembre 2025, avec les comités d'experts qui seront entre mars et juin. Ensuite, le comité d'évaluation multidisciplinaire qui sera en septembre 2025, le comité d'évaluation multidisciplinaire spécial qui sera en octobre 2025, et enfin, les décisions qui seront prises par le conseil d'administration de la FCI en novembre 2025.
Passons maintenant à certains éléments clés et quelques changements qui sont en lien avec ce fonds d'innovation. Donc, dans ce concours, nous avons développé une structure qui est basée sur 3 volets distincts. Chacun des volets a des critères d'évaluation qui lui sont adaptés et c'est à vous, en fait, de choisir le volet, qui vous est le plus approprié au moment de la soumission. Donc ce sont 3 volets distincts comme je l'ai dit. Le premier volet, il est semblable, à ce que vous connaissez dans les précédents fonds d'innovation ou le fonds d'innovation classique. C'est un volet qui est ouvert aux propositions de toutes les disciplines. Le deuxième volet, il est plutôt spécifique aux propositions qui sont en lien, aux sciences sociales, humaines et en art. Et en fait, ce volet-là, il a été développé spécifiquement pour ce type de proposition, pour, encourager un plus grand nombre, à se présenter et à être soumises pour ce concours-là. Et finalement, le troisième volet, qui est la mise en place, le renouvellement ou la modernisation de plateformes scientifiques. Donc, dans ce cas-là, 100% de l'infrastructure sera hébergée et gérée au sein d'une plateforme scientifique. Donc, pour ce troisième volet, j'aimerais mentionner que la plateforme peut comprendre plusieurs noyaux opérationnels chez un établissement ou bien plusieurs noyaux opérationnels qui seront distribués dans plusieurs établissements. Dans tous les cas, l'équipement peut être demandé pour de multiples plateformes dans la même proposition. Vous pouvez toujours aussi, c'est une chose qu'on conseille, en fait, vous pouvez toujours aller consulter les critères d'évaluation pour ce volet si vous pensez que votre proposition tombe sous cette catégorie-là. Ça vous donnera une idée en fait plus claire sur l'objectif de ce volet. J'ai inclus ici une définition qui se trouve d'ailleurs dans l'appel à proposition, mais c'est une définition pour une plateforme scientifique, un peu pour vous aider à reconnaître ce que c'est qu'une plateforme scientifique. C'est une définition qui vous donne une idée sur les ressources auxquelles la plateforme donne accès et aussi souligne le rôle de cette plateforme dans l'ensemble de son environnement. Pour vous aider un peu plus, une plateforme, elle doit répondre aux critères qui ont été cités, qui sont liés à la plateforme, mais aussi c'est une plateforme qui a son propre site web, par exemple, où on mentionne clairement comment les utilisateurs peuvent y accéder, et cetera. Mais de toutes les façons, si vous avez des questionnements par rapport, à la définition d'une plateforme par rapport à ce volet-là, vous pouvez toujours nous contacter par courriel, ça nous fera plaisir de vous répondre et de vous aiguiller. Continuons maintenant avec les éléments clés et ici, nous avons spécifié une date limite pour la mise en œuvre des projets. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir des projets qui seront finalisés dans un délai raisonnable et spécifique et pouvoir de cette façon-là, en fait, débloquer l'argent de façon à satisfaire nos objectifs d'une part, mais aussi pouvoir aider des projets d'une certaine maturité et des projets qui vont pouvoir être lancés et vous aider dans le lancement de ces projets-là. Donc, il est attendu en fait que les projets soient finalisés dans les 9 mois qui suivent une décision de financement positive, ce qui va nous ramener à peu près au milieu de l'année 2026, ou bien que le projet soit finalisé dans un délai raisonnable. Et ce délai raisonnable dépend de la taille du projet, c'est-à-dire la taille du projet en termes de coût total de ce projet-là. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a différentes dates limites dans ce tableau-là, ça peut être novembre 2029 si le coût total du projet, il est compris entre 1 million de dollars et 2,5 millions de dollars. Et d'ailleurs, le coût total d'un projet d'infrastructure de recherche doit s'élever à plus d'1 million de dollars pour que la proposition soit recevable. Sinon, les 2 autres dates limites, ça peut être novembre 2030 si le coût total, il est compris en 2,5 millions et 10 millions de dollars. Sinon, ça peut être novembre 2032 si jamais le coût total du projet dépasse les 10 millions de dollars. Voilà, la slide d'après. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de l'élargissement de l'admissibilité des coûts pour ce concours, un élément qui a été vraiment pensé selon les besoins de la communauté. Le premier point, en fait, que j'aimerais soulever ici, ça concerne tous les volets, les 3 volets, donc le 1, 2 et le 3, et il est en lien avec les coûts du personnel qui travaille sur des bases de données. Donc, comme l'infrastructure, vous le savez, ça peut être lié aux bases de données dans ce cas-là. Donc, ça nécessite une expertise vraiment spécialisée et pointue et un soutien en continu aux chercheurs et aux utilisateurs. Donc, ça peut être des mises à jour spécifiques qui sont faites, ça peut être une intégration
de données bien spécifiques, etc. Donc, tout ceci, ça va rentrer sous cette catégorie-là. Ça peut être compté parmi les coûts admissibles. Le deuxième point, ça concerne les coûts du personnel scientifique et technique dédié à l'exploitation et la gestion des plateformes scientifiques. Donc, comme son nom l'indique, ça concerne les plateformes scientifiques, donc c'est en lien avec le volet 3. Ceci peut englober différents types d'activités, en fait, et on a énuméré ce genre d'activités pour vous donner une idée dans l'appel à proposition, mais juste pour vous donner un exemple, par exemple, ça peut être la maintenance des équipements spécialisés, ça peut être la gestion et la coordination de la plateforme et d'autres activités. Donc, tout ce genre d'activité, c'est englobé en fait sous le coût du personnel qui est lié à l'exploitation et à la gestion des plateformes scientifiques qui sont aussi admissibles. Il faut par contre que vous soyez vigilant par rapport à quelque chose qui concerne le volet 3, c'est-à-dire il y a un point qu'il faut prendre en compte, car il n'est pas possible d'inclure de tels coûts s'il est prévu qu'une installation financée par le Fonds des initiatives scientifiques majeures de la FCI hébergera et gérera l'infrastructure demandée. Il y a un dernier point important qui concerne les deux types de coûts que je viens d'expliquer maintenant. Le coût du personnel ou ces coûts de personnel que je viens de vous mentionner en lien avec les bases de données ou en lien avec l'exploitation et la gestion des plateformes scientifiques ne sont admissibles que s'ils sont engagés avant la date limite pour soumettre un rapport financier final. Rappelez-vous ce qu'on a vu un peu dans la diapo d'avant, en fait, concernant les attentes pour la finalisation des projets qu'on a discuté juste avant. Je vous remets un tout petit peu le tableau. Je parle de ces délais-là. Il faut que le personnel soit engagé en respectant ces dates limites qui ont été mentionnées ici. Donc maintenant, nous allons continuer dans notre ordre du jour et nous allons passer au processus de soumission. Donc, pour le processus de soumission, pour ceux et celles qui sont habitués du Fonds d'innovation et puis qui savent que c'est un processus de soumission qu'on a en deux étapes, il y a deux étapes phares. Ça n'a pas changé aussi pour cette édition. On a l'étape de l'avis d'intention et l'étape de la proposition. Ce sont deux étapes importantes, mais qui se font toutes les deux à travers en fait notre système de gestion des contributions de la FCI, aussi connu sous le nom de CAMS, comme je vous ai dit. Par contre, pour les formulaires, pour vous, ça ne va pas être accessible et disponible pour vous qu'à partir du 25 juin 2024. Pour l'échéancier en fait, qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, et j'aimerais souligner une date importante ici au niveau de l'avis d'intention. Rappelez-vous ici que la date limite sera le 2 octobre 2024 pour soumettre vos avis d'intention. Par contre, notre équipe, elle va travailler sur une sorte d'évaluation administrative interne, en fait, des avis d'intention pour valider certains éléments de votre avis d'intention et s'assurer que vous avez choisi le bon volet, par exemple, que les propositions en question, par exemple, ont été bien marquées comme en dehors de l'enveloppe, etc. Donc, on va s'assurer de l'exactitude et puis qu'il y a tous les éléments qu'il faut avant de vous donner en fait une décision finale qui est en lien avec votre avis d'intention. Et cette décision, en fait, va vous permettre de passer à la deuxième étape qui est la soumission de la proposition. Donc, n'oubliez pas qu'il y a ce petit délai. Normalement, ça va se faire au cours du mois d'octobre, mais vous allez avoir une décision de notre part pendant ce temps-là. J'aimerais en fait signaler un petit point qui concerne ces deux phases, l'avis d'intention et la proposition. Dans les deux cas, il faut respecter les lignes directrices et le contenu à inclure dans ces deux étapes. En fait, tout a été expliqué dans l'appel à proposition, mais aussi on va vous l'expliquer un peu plus tard dans cette présentation avec mon collègue Marc tout à l'heure. Donc, nous allons vous parler des détails qui concerne le contenu de l'avis d'intention et de la proposition. Passons maintenant aux enveloppes allouées aux établissements. Donc, chaque établissement a une enveloppe bien spécifique qui est propre à lui. Cette année, nous avons augmenté l'enveloppe minimale pour les établissements admissibles à 4 millions de dollars. Donc, à l'étape de l'avis d'intention, l'établissement pourra dépasser l'enveloppe de 10%, comme c'est mentionné ici. À l'étape de la proposition, par contre, il faudra bien respecter son enveloppe et être dans les normes.
Nous vous encourageons vraiment à inclure un estimé des coûts totaux le plus précis possible, en fait, en prenant en compte l'inflation ou en prévoyant l'augmentation des coûts à cause de la chaîne de distribution, par exemple, dans votre budget. Pensez à inclure ceci dans un plan de contingence, par exemple, ça va vous aider à avoir les chiffres d'une façon plus précise et plus claire. Ici, donc, il y a une petite figure qui va vous expliquer un peu les exemptions relatives aux enveloppes. Donc, il y a 3 cas de figure qui se présentent en fonction du nombre, de propositions qui est soumise, que vous soyez un établissement demandeur ou partenaire. Si une seule proposition est soumise, donc vous n'êtes pas limité par le montant dans votre enveloppe. Mais si, par exemple, vous soumettez 2 propositions, il faudra se poser une question ici et voir si l'une des propositions elle s'inscrit dans le domaine des sciences sociales, humaines ou en art? Si la réponse est oui, à ce moment-là, vous ne serez pas, limité par le montant qui est dans l'enveloppe. Si jamais vous soumettez 3 propositions ou plus, vous aurez toujours le droit à une proposition qui est dans le domaine des sciences sociales, humaines ou en art, qui elle sera en dehors de l'enveloppe, en fait, et le reste des propositions, c'est-à-dire 2 ou plus que 2 propositions, doivent respecter, l'enveloppe. Ils doivent être comptés, tous dans le montant qui est alloué à cette enveloppe-là. J'aimerais souligner un tout petit point ici qui concerne, en fait, les établissements partenaires. Si vous contribuez ou vous collaborez à un nombre X de propositions, par exemple, et que toutes ces propositions sont marquées comme des propositions en dehors de l'enveloppe, bien sûr, ce qui choisit cette option, c'est l'établissement demandeur qui le choisit. Donc, pour ces établissements, en fait, partenaires, hem, ça restera valable aussi pour vous. C'est-à-dire que cet établissement partenaire, il aura le droit de soumettre une proposition en sciences sociales, humaines ou en art qui sera en dehors de l'enveloppe, quel que soit le nombre de propositions sur lesquelles il collabore avec d'autres institutions, mais qui sont, elles, par contre, nommées comme en dehors de l'enveloppe. Pour ma part, je vais m'arrêter là, en fait, pour cette première partie. Je vais céder la parole à mon collègue Marc qui va vous parler de la suite. Nous avons vu plusieurs informations et détails. J'espère que ça a été clair pour vous, que vous continuez à nous poser vos questions dans la section Q&A pour vous aider si vous avez des questions. Marc, je te laisse la parole pour continuer. Parfait, merci beaucoup, Ferdows. Vous me le dites si vous ne m'entendez pas, sinon je vais juste continuer. Donc, on va y aller vraiment plus en détail là, en termes des différentes étapes là, pour la soumission d'un avis d'intention puis d'une proposition. Et puis peut-être on va répéter aussi ou renforcer les points que Ferdows vient de mentionner. Donc, premièrement, la première étape, bien entendu, c'est l'avis d'intention. Tous les avis d'intention qui devront être soumis avant le 2 octobre de cette année. Donc, les avis d'intention sont comme si vous l'avez vu dans les fonds d'innovation précédents, très, très similaires. Donc, les mêmes sections, l'information concernant le projet, le sommaire du projet, l'équipe, la description, les établissements partenaires, puis bien entendu, les évaluatrices, évaluateurs suggérés. Section très importante parce qu'on utilise souvent vos recommandations d'évaluateurs pour participer au processus d'évaluation. Puis on apprécie beaucoup là, vos efforts que vous mettez à choisir ces évaluateurs suggérés-là. Toujours en tenant compte, bien entendu, des conflits d'intérêts puis de l'expertise relative par rapport à vos projets. Deux remarques par rapport aux avis d'intention. Premièrement, s'il y a des infrastructures qui vont être situées dans des installations de recherche nationales ou internationales, c'est vraiment important de consulter l'installation hôte puis d'obtenir leur approbation avant la soumission de l'avis d'intention. Donc, tout ça, c'est pour prévenir des délais, là, parce qu'on a vu par le passé là, des exceptions ou des cas où on avait des délais significatifs là, dans l'implantation d'un projet à cause d'un manque de communication. Donc, on vous invite fortement là, à communiquer avec les installations hôtes. De même pour l'infrastructure de calcul informatique de pointe. Donc, on vous invite là, à consulter l'Alliance de recherche numérique du Canada dès la préparation de votre avis d'intention, avant sa soumission, puis de déterminer là, comment bien gérer ces infrastructures de calcul informatique-là. Ensuite, comme l'a mentionné Ferdows, la deuxième étape, ça va être la proposition. Donc, nous, quand on va recevoir tous vos avis d'intention,
On va bien entendu là, passer à travers, puis s'assurer là, qu'il ne manque pas de section, que tout est bien rempli, que les montants des enveloppes sont bien indiqués, que les projets que c'est clair s'ils sont en hors ou en dedans de l'enveloppe de votre établissement. Puis aussi, on va regarder toutes les informations par rapport à ça, puis faire une publication de la liste des avis d'intention sur notre site web là, dans un délai très rapide suivant la date limite de soumission. Donc, les propositions, quant à elles, dès que les avis d'intention vont être approuvés à l'interne, vous pourrez commencer à préparer votre proposition. Vous allez voir que beaucoup des sections de l'avis d'intention vont avoir été copiées directement dans votre proposition. Donc, vous n'allez pas commencer à zéro. À partir de zéro, vous pourrez commencer avec des informations déjà inscrites. Les différents modules de la proposition que vous avez à remplir sont la description du projet, les établissements partenaires, les renseignements financiers, les évaluatrices et évaluateurs suggérés, et un nouveau module pour cette ronde-ci sur la sécurité de la recherche. Puis je vais revenir dans quelques minutes. Pour les trois volets, comme Ferdos l'a expliqué tantôt, il y a trois grands objectifs, puis ces objectifs-là sont les mêmes. Donc, le premier objectif, qui est de soutenir les programmes de recherche, développement technologique concurrentiel à la scène internationale grâce à une participation équitable d'experts et d'experts au sein des équipes, va englober les critères d'évaluation sur la recherche et développement technologique, ainsi que le critère sur l'équipe. Le deuxième objectif, c'est de renforcer la capacité des établissements à mener des programmes de recherche ou encore développement technologique pendant la durée de vie utile de l'infrastructure. Puis ça va englober bien sûr les critères d'évaluation sur l'infrastructure et la pérennité. Puis ensuite, finalement, le troisième objectif, qui est de générer des retombées pour la population canadienne. Donc, parmi les facteurs importants à considérer, cette fois-ci, dans les critères et les sous-critères d'évaluation, on a vraiment pris la peine d'inclure les facteurs sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, vraiment aussi que pour mener des activités de recherche rigoureuses, il faut vraiment adopter des pratiques inclusives à chaque étape du processus. Donc, dès l'élaboration de votre hypothèse de recherche jusqu'à l'interprétation et la diffusion des données. Donc, une chose qui est importante, c'est qu'on le sait que mesurer les résultats des activités de recherche, souvent, on utilise des indicateurs quantitatifs, par exemple l'indice Hirsch ou le facteur d'impact des revues scientifiques ou bien même le nombre de références vers des publications scientifiques. Pourtant, on sait aussi que, puis ça a été bien démontré, que ces indicateurs-là sont souvent réducteurs, même trompeurs, puis insuffisants pour rendre compte de toute la richesse des différentes activités de recherche dans les différents domaines. Donc, on vous invite cette fois-ci de ne pas inclure ces types d'indicateurs quantitatifs dans votre proposition, puis on va aussi demander aux évaluateurs de ne pas les considérer si jamais ils sont présents. Je vous invite aussi fortement à aller voir le site web de Dora qui parle de la déclaration sur l'évaluation de la recherche, qui pourra avoir beaucoup d'informations pertinentes pour vous aider à préparer vos propositions en tenant compte de plein de facteurs différents. Malheureusement, c'est juste un site qui est en anglais présentement, mais vous pouvez quand même trouver une belle ressource en termes d'informations. Puis finalement, on sait tous en fait que les retombées de la recherche peuvent être très, très variées. Donc, on a essayé dans l'appel à proposition d'inclure plusieurs différents types d'exemples, tant en santé qu'en sciences environnementales ou économiques, etc. Donc, on vous invite dans l'appel à proposition à aller regarder ces différents exemples. Donc, pour ce qui est des critères et des sous-critères d'évaluation, vous verrez, comme je l'ai mentionné, on a adapté les critères et les sous-critères pour chacun des volets. Donc, pour les volets 1 et 2, les critères et les sous-critères sont quand même très similaires. Puis, ces critères d'évaluation ressemblent beaucoup à ceux dont on avait par le passé dans les fonds d'innovation précédents. Donc, le premier sous-critère d'évaluation de recherche ou développement technologique, donc le programme de recherche innovateur, réalisable, concurrentiel sur la scène internationale.
Le deuxième, l'équipe. Donc, l'équipe possède toute l'expérience, expertise nécessaire pour mener à bien les activités proposées, puis elle va le faire dans un environnement qui est inclusif et équitable. Une petite différence entre le volet 1 et le volet 2, ici, vous allez le voir. Donc, dans le volet 1 spécifiquement, on demande de décrire l'expertise requise pour mener à bien les activités proposées et utiliser l'infrastructure demandée. Puis, on demande d'inclure une grille de compétences. Donc, dans le volet 2, cette grille de compétences-là n'est pas spécifiquement demandée, mais vous pouvez l'inclure si vous croyez que c'est quelque chose qui va mieux expliquer l'équipe, mais ce n'est pas absolument nécessaire dans le deuxième volet. Ensuite, sous l'objectif 2, les deux critères, on a l'infrastructure. Donc, l'infrastructure demandée est nécessaire et appropriée pour mener à bien le programme de recherche ou de développement technologique. Et la pérennité, donc l'infrastructure va être bien gérée, accessible et utilisée de façon optimale pendant toute sa durée de vie. Puis ici, là, sous le volet 1 et 2, c'est sensiblement les mêmes sous-critères d'évaluation. Puis finalement, sous l'objectif 3, le critère sur les retombées. Donc, l'équipe et les partenaires ont un plan bien défini pour transférer les résultats de leurs activités de recherche ou de développement technologique et mobiliser les connaissances. Les résultats sont susceptibles de générer des retombées pour la population canadienne. Et ici, je vais juste attirer rapidement votre attention sur la différence entre les volets 1 et volet 2. Donc, au volet 1, c'est vraiment le sous-critère traditionnel qu'on a depuis un bout. Donc, décrivez les éventuelles voies de transfert des résultats vers les utilisatrices et utilisateurs finaux, et ainsi que leurs partenaires. Alors qu'on a ajusté le langage un peu pour le volet 2 en sciences sociales, humaines et en art. Donc, décrivez plutôt les activités de mobilisation des connaissances, par exemple. Puis, on a listé plusieurs exemples plus pertinents pour ces domaines de recherche-là. Ensuite, pour le volet 3, c'est là que vous verrez le plus d'ajustements au terme du langage dans les critères et sous-critères pour vraiment mieux refléter la réalité des plateformes scientifiques. Donc, par exemple, sous le critère de recherche ou de développement technologique, vous verrez qu'ici, on vous demande plutôt de décrire de façon sommaire les types de projets que l'infrastructure va permettre de réaliser, puis de choisir quelques exemples pour les détailler dans la proposition. Puis aussi, on vous demande, comme Fardos l'a mentionné tantôt, d'inclure un lien vers le site web de la plateforme scientifique pour mieux nous aider, mais aussi mieux aider les évaluateurs là, à cibler le type de projet que la plateforme peut soutenir. De même, au niveau de l'équipe, on demande de bien décrire l'expertise spécialisée requise pour appuyer les multiples activités de recherche ou développement technologique, puis utiliser l'infrastructure demandée. On vous demande aussi pour le volet 3, si vous voulez bien, ou on vous encourage en fait d'inclure dans l'équipe, dans les membres de l'équipe, les CV des personnes qui ont les connaissances et l'expertise pour gérer la plateforme ou gérer l'infrastructure demandée. Donc, vous pouvez inclure les CV de ces personnes-là directement, puis les évaluateurs vont prendre en compte ces gens-là et cette expertise-là quand ils vont procéder à l'évaluation. Donc, en termes d'infrastructure et pérennité, c'est aussi très similaire au volet précédent. Et finalement, pour les retombées économiques, encore une fois, on demande ici de décrire les retombées des activités qui vont être appuyées par la plateforme scientifique et leur importance. Et donc, vous pouvez utiliser les mêmes exemples que vous avez utilisés au niveau de la description de la recherche, ou vous pouvez inclure des nouveaux exemples de projets qui vont être appuyés et des potentielles retombées qui pourront en découler de ces projets-là. Donc, une modification qu'on a faite pour le Fonds d'innovation 2025, c'est le nombre maximal de pages a été augmenté pour les propositions qui sont soumises en français. Donc, si on a un projet pour un coût total de 10 millions de dollars ou moins, en français, la proposition pourra être de 30 pages, alors qu'en anglais, elle est de 25 pages seulement. Aussi, pour les projets qui sont plus grands que 10 millions de dollars, donc 36 pages en français et puis 30 pages en anglais. Tout ça là, dans un souci d'équité, parce qu'on sait tous qu'en français, la rédaction prend normalement 20% plus d'espace ou plus de mots pour refléter les mêmes idées. Donc, en termes d'intelligence artificielle générative, nous, on vous demande d'aller consulter puis suivre les lignes directrices provisoires sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'élaboration des propositions de recherche. Donc, ce site-là va vous donner plein d'informations ou plein de conseils
qui pourront peut-être vous être utiles si vous voulez utiliser l'IA générative là, dans la préparation de votre proposition. On vous demande aussi d'inclure un commentaire si vous utilisez l'IA générative dans la préparation de votre proposition. Puis ce commentaire-là peut être inscrit dans la section où vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, si c'est dans l'élaboration du PDF des critères d'évaluation, on vous demanderait là, d'inscrire que vous avez utilisé l'IA générative dans cette section-là. Ce qui est important à noter, c'est que, bien entendu, vous gardez toujours l'entière responsabilité du contenu de votre proposition. Donc, le prochain module de la proposition revient au module des renseignements financiers, qui est exactement le même que vous aurez vu par le passé si vous avez participé au fonds d'innovation précédent. Donc, c'est ici que vous allez entrer le coût des articles individuels, les plans de construction ou de rénovation, si tel est le cas pour votre projet, les contributions des partenaires admissibles, l'utilisation de l'infrastructure, etc. Donc, ici, lorsque vous préparez le document là, des critères d'évaluation, on va vous demander de vous référer aux articles individuels, au tableau que vous allez construire dans cette section de renseignements financiers. Donc, chaque pièce d'infrastructure ou chaque groupe de pièces d'infrastructure, on veut que vous y référez au tableau lorsque vous préparez votre document. Aussi, pour les coûts des articles individuels, on vous demande, puis Ferdas l'a mentionné tantôt, d'inclure les taxes et aussi les frais là, dus à l'inflation, etc., que vous pouvez prévoir là, quand ça va être venu le temps de finalement acheter votre équipement. Parce qu'on sait que pour des grosses pièces d'infrastructure, des fois, ça peut prendre 1 an ou 2 avant que vous puissiez l'acheter, puis que les coûts vont avoir changé d'ici ce moment-là. De même, pour les coûts de construction, de rénovation, sur ces coûts-là, vous pouvez inclure jusqu'à un maximum de 10 de contingence. Puis, on aimerait aussi que ça soit inclus là, dans cette section de renseignements financiers. Puis, finalement, le dernier module de la proposition, ça va être le module de sécurité de la recherche. Donc, au moment de la préparation de l'avis d'intention, vous aurez des questions qui sont relatives à la sécurité de la recherche. Puis, si vous répondez oui à certaines de ces questions, lorsque vous serez rendu à la préparation de votre proposition, vous aurez accès à des documents nécessaires pour la sécurité de la recherche. Donc, les formulaires d'attestation, les formulaires d'évaluation des risques, les formulaires d'identification de partenaires du secteur privé. Puis, lorsque vous allez remplir ces documents-là, vous allez être capable de les soumettre en même temps que vous soumettez votre proposition. On vous invite aussi à aller lire ou aller voir notre site web qui contient toutes les informations par rapport à la sécurité de recherche pertinente pour le fonds d'innovation. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un courriel spécifique par rapport à la sécurité de la recherche. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider. En termes d'outils et de ressources, bien entendu, le SGCF. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, nous, on va soumettre ou on va publier la liste des avis d'intention qui vont nous avoir été soumis. Puis, on vous invite là, à la consulter puis à voir si vous êtes capable de collaborer sur des projets qui sont publiés dans cette liste-là. Donc, on encourage fortement cette collaboration. Puis, vous allez être capable de voir la liste des agents de liaison et leurs coordonnées directement dans le SGCF. Donc, si vous voulez les contacter pour justement discuter de ces futures collaborations. Aussi, à travers le SGCF, c'est là que vous aurez les préavis si un établissement demandeur vous demande d'être partenaire sur une proposition. Donc, c'est là que vous allez être capable d'accepter ou refuser de participer à cette collaboration. C'est important à noter ici que l'établissement demandeur ne pourra pas soumettre la proposition tant que l'établissement partenaire n'aura pas accepté ou refusé cette participation au projet. On a aussi mis à jour les rapports dans le dépôt des rapports dans le SGCF. Donc, vous allez être capable de faire la gestion de votre enveloppe, les projets qui sont en dedans ou en dehors de votre enveloppe, ainsi que faire un suivi là, des membres des différentes équipes là, qui sont associées à vos propositions. En termes d'autres ressources, on vous invite fortement à aller lire le guide des politiques et des programmes qui contient beaucoup d'informations par rapport à ce qui est admissible ou non, puis va vous donner beaucoup d'idées en termes de qu'est-ce qui est nécessaire pour la préparation de votre proposition.
On a aussi publié une analyse des forces et des faiblesses du Fonds d'innovation 2023. Donc ça nous provient là, des commentaires de nos évaluateurs des différents comités du Fonds d'innovation 2023. Donc, vous pourrez voir peut-être qu'est-ce qui pourrait vous aider là, à vous aiguiller dans la fabrication, dans la préparation de votre proposition pour le Fonds d'innovation 2025. Et encore une fois, je vous conseille d'aller voir le site web de Dora qui, malheureusement, est seulement qu'en anglais présentement. Donc, on en arrive à l'échelle, à l'évaluation. Vous verrez qu'on a changé l'échelle d'évaluation. En fait, le texte de l'échelle reste sensiblement le même, mais les cotes sont maintenant des cotes numériques au lieu des cotes alphabétiques. Donc, une cote de 1 indique que la proposition ne satisfait pas à la norme du critère d'évaluation. Une cote de 2 indique que la proposition satisfait partiellement à la norme. Une cote de 3 indique que la proposition satisfait à la norme du critère d'évaluation, mais comporte des faiblesses mineures. Tandis qu'une cote de 4, c'est une proposition qui satisfait à tous les égards la norme du critère d'évaluation. Et une cote de 4+, c'est une proposition qui dépasse la norme du critère d'évaluation. Donc, ces changements-là ont été faits en consultation là, avec nos partenaires, entre autres les établissements et aussi les évaluateurs, afin de peut-être simplifier le processus et rendre ça un peu plus clair. Donc, en termes des étapes d'évaluation, la première étape, bien entendu, c'est le comité d'experts. Au niveau du comité d'experts, si une proposition reçoit 3 cotes de 3, donc 3 cotes de satisfait avec faiblesse mineure ou plus, ou si une des cotes, ou si un des critères d'évaluation est coté à 2, satisfait partiellement, ou si un des critères reçoit une cote de 1, ne satisfait pas, ou une combinaison de ces 3 facteurs-là, la proposition ne va pas continuer au comité d'évaluation multidisciplinaire. Donc, seules les propositions qui atteignent un seuil cumulatif minimal par rapport aux 5 critères d'évaluation vont passer à l'étape suivante. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans certains de nos autres fonds. Donc, en termes des différentes étapes, là, puis des échéanciers, la première étape, comme je l'ai mentionné, c'est le comité d'experts. Les comités d'experts vont se réunir de mars à juin 2025. Donc, ceux-ci, les évaluateurs vont se rencontrer pour évaluer des propositions qui ont été regroupées là, selon le domaine de recherche. Ils vont vraiment s'attarder sur les forces et les faiblesses de chacune des propositions par rapport aux critères d'évaluation. Ensuite, en septembre, les comités d'évaluation multidisciplinaires vont se rencontrer pour évaluer les propositions qui ont atteint le seuil maximal. Puis, ils vont regarder les propositions qui sont regroupées selon leur taille ou leur complexité. Donc, comme le mentionne le titre, ça va être des comités multidisciplinaires qui vont regarder les propositions de plusieurs disciplines différentes. Ils vont vraiment, à ce niveau-ci, s'attarder sur les propositions en termes de les 3 objectifs du concours. Puis comme vous vous souvenez, on l'a mentionné, les 3 objectifs sont les mêmes pour les 3 volets. Par la suite, un mois plus tard, en fait en octobre, ce sera le comité d'évaluation multidisciplinaire spécial qui va se rencontrer pour regarder les propositions. Puis surtout ici, là, ils vont regarder les propositions qui répondent le plus efficacement au mandat de la FCI, qui répondent le mieux aux objectifs du concours, encore une fois, mais aussi qui constituent le portefeuille d'investissement en recherche le plus avantageux pour le pays. Puis finalement, ce conseil d'évaluation multidisciplinaire spécial va formuler des recommandations de financement au conseil d'administration de la FCI qui va se rencontrer en novembre 2025. Puis c'est le conseil d'administration qui prend les décisions finales de financement par rapport au projet. Puis tout de suite après que les décisions vont avoir été entérinées au conseil d'administration, on va communiquer directement avec les établissements pour leur annoncer les résultats.